BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est parti, une vingtaine de minutes dans cet univers crypto dont on rappelle qu'il ne faut y investir que l'argent que l'on est prêt à perdre, univers très spéculatif et volatile. Gonzague Grandval nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Gonzague. Bonjour Guillaume. Pionnier de l'écosystème en France, vous vous y êtes mis il y a une bonne dizaine d'années. Gonzague, cofondateur et directeur général de Scheme. Scheme. SCEME, on le dit à l'anglaise, à l'anglo-saxonne. Ouais. Raphaël Bloch avec nous aussi. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. On va rester à l'anglo-saxonne, c'est The Big Whale, rédacteur en chef, cofondateur. Raphaël, on parlera des actus du moment bien sûr et des airdrops. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Puis Rodolphe aussi nous accompagne. Rodolphe Stéphane, bonjour Rodolphe. Bonjour, on reste à tous. dans l'anglais. TradingView, trader et associé pour TradingView. Rodolphe, comment sentez-vous l'écosystème, Rodolphe ? Bon, on va faire un point relativement complet aujourd'hui, d'abord fondamentalement et puis après techniquement. Donc là, on observe quand même un petit rebond de l'ensemble des actifs risqués, notamment les crypto-monnaies, dans un climat, on va dire, qui semble se détendre un peu. On a des investisseurs qui semblent rassurés par une Fed déterminée, qui est déterminée pour lutter de manière forte afin d'éloigner notamment le pire des scénarios envisagés ou envisageables de la stagflation. Pour rappel, la stagflation, c'est une croissance nulle, voire négative, associée à une inflation galopante non maîtrisée. Donc ça a tendance un peu sur les actifs risqués à rassurer les investisseurs. La tendance journalière reste cependant toujours baissière, mais on note une tentative d'organisation d'un rebond plus organisé et on essaye enfin de sortir de cette impasse technique. Pour ma part, je vois et je note notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum toujours des va-et-vient rapides et brusques qui pourraient mettre en lumière un peu la volonté enfin de mettre en place un bottom mensuel. Alors un bottom mensuel, ça serait quoi ? Ça serait en place une sorte de socle mensuel afin de repartir un peu plus de l'avant. Il manque pour moi toujours ce qu'on appelle un spike. Un spike, c'est quoi ? C'est une grande mèche basse. Ça pourrait être 15 000 sur le Bitcoin, peut-être 800 sur l'Ethereum, où grosso modo on observerait un assèchement des vendeurs et une reprise en main majeure des acheteurs. Pour l'instant, on n'a pas ce spike. Il faut bien comprendre dans tous les cas qu'on ne met pas fin à une telle spirale baissière en quelques jours et qu'il faudra beaucoup de temps au marché des cryptos notamment pour reprendre de vraies couleurs. Voilà fondamentalement ce que je pense du marché des crypto-monnaies actuellement. Un spike, oui d'accord. Je l'associe toujours au Covid, vous savez, cette protéine, enfin bon bref, spike. Mais en anglais, ouais. Ça peut un peu voir ce qui s'est passé justement pendant le Covid sur les marchés traditionnels. On se rappelle d'une énorme mèche basse avant une reprise en main des acheteurs rapides qui ensuite a entraîné des tendances haussières dont on se rappelle tous. Enfin, quand même, Rodolphe, on est en train d'essayer de reconquérir les 21 000. On y est presque sur le Bitcoin, 20 850 $ en ce moment. Est-ce que techniquement, il est en train de se passer quelque chose ? Vous parliez d'une impasse technique. Est-ce qu'on est en train de voir une petite brèche tout au fond de cette impasse ? Alors, actuellement, pour l'instant, on ne peut pas nier qu'on est dans des ranges avec une borne horizontale haute et une borne horizontale basse. C'est par exemple sur le Bitcoin 18 000, 21 000. Sur l'Ethereum, on va dire 900, 1200. Tant qu'on reste dans ces ranges, pour l'instant, on n'arrive pas à sortir encore de cette impasse technique. Mais personnellement, comme vous dites Guillaume, j'observe quand même une éclaircie prochaine qui pourrait arriver. Et personnellement, c'est vraiment des niveaux importants que je surveille et une cassure haussière, je vais vous les rappeler, de ces niveaux pour revenir pour ma part plus agressivement à l'achat sur le marché des crypto-monnaies. Ça serait une cassure haussière du niveau des 22 000 sur le Bitcoin, des 1450 sur l'Ethereum et je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois, des 1200 milliards sur la capitalisation totale des cryptos. Si on arrive enfin à s'extraire par le haut de ces trois niveaux-là, alors on peut vraiment voir une accalmie et peut-être entrevoir une fin de cette tendance baissière interminable. À l'inverse, une rupture à nouveau en clôture journalière des 17 500, 18 000 sur le Bitcoin et 900 sur l'Ethereum viendrait à nouveau fragiliser grosso modo l'écosystème et empêcher toute velléité acheteuse. Ce que je voudrais rajouter dernièrement, on le voit notamment en cette période, une certaine perte de vitesse de la dominance du Bitcoin. Xavier et Vincent vous en ont parlé mardi. Le Bitcoin, grosso modo, qui représentait grosso modo 50%, tend à s'affaiblir et on revient vers les 42-43%. Et donc, il ne faut pas oublier quand même que d'autres crypto-monnaies qui font partie des 30 plus grosses crypto-monnaies actuellement de la sphère crypto-monnaie offrent quand même des points d'entrée intéressants. Je pense par exemple à Atom ou le Binance Coin ou Sand pour le métaverse ou encore Avax. Voilà grosso modo ce que j'entrevois. Mais j'attends vraiment la cassure des trois gros niveaux que je vous ai donnés. 22 000 sur le Bitcoin, 1450 sur l'Ethereum et 1200 milliards sur la capitale totale pour vraiment sortir de cette impasse technique. Les seuils techniques qui ne sont pas des recommandations d'investissement, on le rappelle à tous ceux qui nous suivent. Voilou, Rodolphe, on est au bout ? Pourquoi pas. Et voilà.
On est au bout. C'est votre signature. Voilà, je ne l'ai pas placé. Je vous souhaite une belle fin d'émission et je vous remercie pour tout. À très bientôt. Oui, Voilou, il dit souvent ça à sa communauté, Rodolphe, et il le dit aussi parfois sur BFM Business. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt, Rodolphe. Allez, à très bientôt. Merci, Guillaume. C'est toujours un plaisir. Trader et associé pour Interactive Trading. Raphaël, pas facile d'être investisseur en ce moment sur le marché crypto. Il y a bien sûr des opportunités, Rodolphe en parlait, mais il n'est pas simple de naviguer par gros temps. Heureusement, il existe d'autres moyens de continuer à s'intéresser au marché et même à découvrir des projets. Et l'un de ces moyens disponibles, ce sont les airdrops, dont on a pas mal entendu parler depuis quelques années. C'est quoi au juste un airdrop ? Ouais, alors effectivement, c'est vrai que on a tendance, quand on pense aux cryptos, à parler des crypto-monnaies, de leur cours. Et il y a donc ce qu'on appelle les airdrops, donc en bon français, des parachutages, c'est-à-dire que en fait, les utilisateurs d'un protocole vont bénéficier gratuitement du don par le projet de tokens. Alors bon, c'est un processus qui est bien encadré, c'est-à-dire que des projets décident à un moment donné, de donner gratuitement à leur communauté des tokens. On en a beaucoup entendu parler en 2020-2021. Il y a eu plusieurs airdrops qui ont fait parler d'eux. Je pense à notamment celui d'Uniswap. Pour vous donner une idée, à l'époque, de mémoire, c'était en septembre 2020, quand ils ont fait leur airdrop. C'était, je crois, 400 tokens. Pour une valeur de $1 500. Et en fait, avec la hausse des marchés, on est monté au printemps 2020. Donc, quand c'était à l'époque l'IPO de Coinbase. Je crois que la valeur de l'airdrop était montée au-delà des $50 000. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est un processus qui permet à la fois de fédérer une communauté, d'intéresser les utilisateurs, et en même temps, c'est pour les utilisateurs un moyen d'être fidélisé et de toucher potentiellement en fait des tokens à un prix dérisoire. Oui, et l'objectif pour les projets, en proposant des airdrops comme ça, c'est d'élargir leur communauté. Oui. Ouais, c'est un risque quand même, c'est-à-dire que ça peut attirer des gens vers des projets juste parce qu'il y a un airdrop et l'utilité du projet passe au second plan. Est-ce que ça, c'est un risque ? C'est évidemment ce qu'on a constaté ces 2 dernières années sur des projets, parce que, étant en bull market, vous avez des investisseurs qui vont chercher finalement les projets les plus porteurs en se disant je vais commencer à utiliser le protocole, donc je vais être listé, je vais pouvoir obtenir un airdrop, donc un don de token gratuitement, et j'espère que ce token va prendre en valeur, et donc voilà, je vais me faire de l'argent facilement. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes aujourd'hui dans une période où finalement il y a moins de spéculation. On voit que les marchés n'ont pas tendance à progresser aussi rapidement que ces 2 dernières années, et donc là, on peut imaginer que justement, on est sur des utilisateurs et des projets qui vont davantage essayer de construire quelque chose, de développer des services, des utilisateurs qui vont s'intéresser à ces services. Et donc voilà, nous on a décidé avec The Big Whale de faire la liste de 5 projets qui nous semblent relativement solides, qu'il faut suivre, et qui vont vraisemblablement dans les semaines ou les mois qui viennent proposer des airdrops. Et donc voilà, il faut regarder un peu ce qu'ils font. Oui, parce qu'on ne peut pas être, en tant qu'investisseur, même quand on s'intéresse tout simplement à cet univers, on ne peut pas être sur tous les projets. Il y en a trop. Comment est-ce qu'on fait quand on est investisseur, qu'on est prêt à passer à l'action pour choisir les bons airdrops ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, tous les jours, on voit des projets émerger. Il y a 2 manières de procéder. C'est quasiment votre métier, c'est-à-dire que vous passez votre journée à auditer des projets en espérant tomber sur la pépite, vous travaillez donc seul ou à plusieurs, ou alors il y a des entreprises de recherche, des acteurs spécialisés, même des médias comme nous qui se penchons sur des projets. Et encore une fois, nous ne recommandons pas d'aller sur les airdrops des 5 projets que nous avons retenus. On explique simplement que ce sont des projets qui se démarquent dans la sphère crypto, comme Arbitrum ou Lens Protocol, et qui, de par les services qu'ils pourraient proposer, soit sur des réseaux sociaux décentralisés, soit sur une amélioration d'Ethereum, présentent un intérêt et donc méritent qu'on s'y attarde. Vous en avez cité 2 sur les 5 que voilà, donc là c'est une forme de teasing, il va falloir aller consulter tout ça sur The Big Whale. Quel regard est-ce que vous portez, Gonzague, sur ces airdrops ? Vous êtes, on le disait, un pionnier de l'écosystème en France, présent dans l'écosystème crypto, vous y avez investi votre temps, votre argent également depuis plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles pratiques ? Alors, je ne sais pas si elles sont si nouvelles d'ailleurs, elles ont quelques années peut-être. Oui, elles ont quelques années, je trouve ça assez intéressant. Alors déjà, je pense que c'est une bonne démarche d'analyser les projets, de regarder quels sont leurs sous-jacents, leurs potentiels, vraiment d'essayer de comprendre de quoi on parle, et pourquoi pas bénéficier de ces airdrops qui sont des potentiels de gains
quasiment gratuit sur des projets. Donc c'est une bonne démarche, à la fois spéculative ou de jeu sur ces projets-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces projets aujourd'hui, qui sont des projets crypto, vont faire de l'acquisition de clients par une démarche marketing finalement assez forte, qui consiste à donner des jetons. Et de ce point de vue, on se distingue très clairement d'un Bitcoin. On va faire une petite séquence maximalisme. Bitcoin, il n'y a jamais eu d'airdrop parce qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de marketing, il n'y a personne qui donne des jetons. Et d'ailleurs, dans la démarche, vous seriez étonné de voir une société qui vous donne de l'argent. Il y a un truc qui ne va pas très bien dans la démarche. Quand on vous donne de l'argent, c'est que c'est vous le produit. Exactement. Donc, je trouve ça intéressant d'en avoir conscience, de réaliser que sur des projets assez puristes, comme peut l'être Bitcoin, justement, il n'y a pas d'airdrop possible, il n'y a pas d'argent gratuit. C'est quelque chose qui se gagne ou sur le réseau ou sur les marchés. Et de l'autre côté, il y a une floraison de projets, dont certains très intéressants, ça ne minimise pas leur intérêt, mais qui ont aujourd'hui, qui pour se distinguer, utilisent des méthodes marketing et d'acquisition client qui sont assez puissantes et qui se fondent sur ces airdrops, qui globalement sont des usages assez répandu dans l'univers crypto. Ça couvre les NFT, les tokens, les projets. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de l'acquisition client. Et vraisemblablement, d'ailleurs, ce sera une façon de faire de l'acquisition client sur des métiers beaucoup plus traditionnels demain. Ouais. Non, exactement. Et pour le coup, c'est effectivement ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que là, on parle de projets qui sont full crypto, ce sont des projets qui ne parlent pas forcément au grand public, mais effectivement l'usage qu'on observe dans l'écosystème crypto des tokens et de ces fameux airdrops, de mon point de vue, va se développer justement dans l'économie traditionnelle parce que vous avez un moyen assez évident d'offrir bien potentiellement des services ou alors une carte avantage. Enfin, disons, vous arrivez à créer un lien via demain le wallet des utilisateurs, qui vous permet de créer sur longue distance une relation avec des petits services, des avantages, et ça, c'est pas négligeable. Et qui pèse moins sur la trésorerie de l'entreprise que si on propose une carte cadeau, par exemple. Il y a ça aussi d'un point de vue bilan financier. Il y a un avantage de ce point de vue-là aussi pour une entreprise à proposer des airdrops plutôt qu'un truc traditionnel. Alors après, ça dépend en fait quel type d'airdrop, quel type de société. C'est-à-dire que si vous partez sur un airdrop, par exemple, qui vous donnera accès à des réductions, vous pouvez aussi vous dire que finalement vous allez augmenter vos volumes. C'est-à-dire que vous acceptez de prendre 10% sur des produits, mais en même temps ce sont peut-être des produits que vous n'auriez pas vendus autrement. Et puis après, il y a effectivement des airdrops où pour le coup il y a une valeur faciale du token. Et là, on peut aussi imaginer, et c'est ce qui se passe sur pas mal de projets, qu'en fonction du niveau d'utilisation, parce que finalement en fait c'est la demande pour le token qui va faire grimper son cours. Donc s'il y a vraiment un besoin d'utilisation, eh bien la valeur du token va s'apprécier dans le temps et donc vous allez avoir intérêt à le garder aussi et donc à ne pas le revendre dans la foulée. Gonzague. Ouais, un point intéressant qu'a soulevé Raphaël, c'est que à partir de maintenant, de l'avènement des cryptos, le point de contact d'une entreprise, d'un projet avec ses clients, dont on peut dire que c'est plus des communautés que des clients d'ailleurs, c'est le wallet crypto. Donc le wallet crypto devient le point où affluent toutes les informations d'un projet par des tokens. C'est le point de contact, c'est là où se passe toute la richesse, tous les échanges, c'est le wallet crypto. Et donc on dit souvent que le fameux Web3, c'est l'avènement du Connect Wallet, c'est-à-dire que c'est plus un identifiant, un mot de passe pour se connecter sur un site, c'est je connecte mon wallet et là apparaît à la fois ma fortune, entre guillemets, mes possessions, mes avoirs en termes de crypto, de NFT, et en même temps le moyen de contact avec les projets qui sous-tendent ces cryptos. Ouais. L'actualité ces dernières semaines, ça a aussi beaucoup été les stablecoins. Circle a lancé ces derniers jours, on en a beaucoup parlé, son stablecoin euro. Et c'est l'occasion de s'interroger, est-ce que le fait qu'un acteur de la taille de Circle lance à son tour un stablecoin, et cette fois un stablecoin euro, va offrir un nouveau potentiel à l'euro dans cet univers crypto? Aujourd'hui, 99% des volumes sur le marché crypto sont captés par le dollar, se font en dollars, c'est ça Gonzague? Est-ce que l'euro peut, grâce à Circle, se trouver un nouvel avenir dans cet écosystème? Alors, les avis sont assez partagés. La première remarque, tout à l'heure, j'ai remarqué que vous aviez indiqué la cotation du Bitcoin en dollars. Et il faut dire que ce marché-là s'exprime en dollars. Comme pas mal de marchés de matières premières ou d'autres dans le monde, c'est un marché qui s'exprime en dollars. Et aujourd'hui, tout le monde, même en France, parle en dollars lorsqu'il parle de crypto. Donc, il y a une histoire dans les cryptos qui s'est fondée sur le dollar, et absolument pas sur l'euro ou sur d'autres monnaies. Donc déjà, il faudrait réussir à changer d'état d'esprit et réussir à avoir des
des cotations qui soient naturellement en euros, ce qui ne va pas être évident, parce que là, il y a vraiment un gros effort à réaliser. Ensuite, l'avènement de l'Eurocoin de Circle, il est aussi à mettre en perspective avec, il y a presque un an maintenant, je crois, l'arrivée du Tether euro. Donc Tether, le plus gros stablecoin, devant Circle, qui domine le marché en termes de flux, en termes de market cap, c'est le plus gros. Et ils ont lancé un stablecoin euro il y a à peu près un an, listé dans des gros exchanges, dont Bitstamp. Market cap plutôt ridicule, comparé au dollar, on parle de 60 milliards de dollars et on parle de 40 millions d'euros chez Tether sur l'euro, donc sans aucune commune mesure. Et un marché relativement faible en termes d'échanges chez Bitstamp en particulier. Il y en a d'autres, je ne les ai plus en tête. Donc, première question, c'est de se dire, est-ce que vraiment il y a une appétence pour le stablecoin euro? Alors, ce que je disais avant est en lien avec ça, c'est que vu que tout se fait en dollars, j'ai l'habitude de trader en dollars, d'avoir la cotation dollar, c'est plus simple de revenir en dollars. Donc, les choses vont et peuvent changer, mais il va y avoir beaucoup de travail. Une des valeurs que peut avoir Circle, c'est qu'ils vont massivement se répandre sur de grands exchanges pour être présents un peu partout dans le monde et avoir beaucoup de liquidités, on le pense, pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Mais il va malgré tout falloir inciter les utilisateurs à utiliser de l'euro. Et ces incitations, eh bien, elles sont longues. C'est vraiment un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il va falloir être présent sur les exchanges, il va falloir qu'il y ait de la demande, qu'il y ait un usage. Donc c'est des usages de paiement, des usages dans la finance décentralisée qui vont générer un besoin de la part des market makers d'utiliser ces stablecoins sur les exchanges pour animer les marchés. Pour ce faire, ils vont avoir besoin d'emprunter ces stablecoins. Généralement, ils n'achètent pas leur stock, ils les empruntent. Et pour qu'il y ait un marché de l'emprunt, on revient au début, il faut qu'il y ait des utilisateurs, retail, qui eux-mêmes placent leurs stablecoins dans de la finance décentralisée ou dans des outils de finance et d'emprunt centralisés. Ouais. Donc ça va être tout un écosystème à construire. C'est pas juste le fait d'apparaître avec de l'euro sur le marché crypto qui va générer du volume en euros. Personne ne l'attend. Personne n'en a besoin, malgré les désirs de souveraineté de l'euro. Dans l'usage, personne n'en a besoin véritablement. Donc il va falloir créer toute la chaîne. Et donc ça va être un projet long de la part de tous les stablecoins qui se lancent ou qui vont se lancer. C'est de réussir à capter le retail, des institutionnels, des usages demain pour pouvoir vraiment créer de la liquidité et du trafic. Ouais. Non, c'est très clair. Il y a un point... mais peut-être que si l'euro d'un seul coup s'envole face au dollar, les gens se diront « Ah bah oui, on a bien plus intérêt à investir en Bitcoin c'est pour ça, et regarder à travers le prisme de l'euro que celui du dollar. Peut-être que c'est le marché qui fera le boulot. » Mais c'est pour ça que moi, je me pose vraiment la question de savoir effectivement qui, dans les semaines, mois et les années qui viennent, vont utiliser justement un stablecoin euro. Est-ce que ça va être côté institutionnel ou côté retail? Là où je partage le constat de Gonzague, c'est que finalement, on parle beaucoup de ce projet et on a quand même raison, parce que c'est une entreprise américaine qui finalement posséderait le plus gros stablecoin euro, donc ça pose quand même un souci en termes de souveraineté. En revanche, il n'y a pas péril en la demeure dans la mesure où effectivement aujourd'hui les retail évolue dans un environnement, et on peut le déplorer, mais dans l'écosystème crypto, où on pense en dollars, et c'est vrai que on voit qu'en Europe, les gens utilisent des stablecoins dollars. En revanche, sur tout ce qui est institutionnel, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que on sait qu'il y a une volonté de se diversifier. Enfin, je veux dire, on a envie d'être sur le dollar, sur l'euro, sur d'autres devises. Et c'est vrai qu'avoir, pour le coup, un stablecoin euro qui est liquide, disponible un peu partout sur la planète, et notamment en fait en dehors de l'Europe, parce que la nouvelle réglementation MiCA va en plus nécessiter qu'on soit avec une entité juridique en Europe, une réserve de 1 pour 1, pour le coup va peut-être faire que le stablecoin euro sera disponible pas mal en Asie, en Amérique, où ils vont vouloir un peu diversifier en se disant c'est bien, on a le dollar, mine de rien l'euro en plus qui a fortement baissé ces dernières semaines est une bonne porte d'entrée, enfin je veux dire un actif intéressant, au même titre qu'un stablecoin sur le franc suisse pourrait être, je pense, intéressant pour pas mal d'acteurs. Possible. Je pense que ça va être un long chemin en fait. C'est le bon moment de se positionner parce qu'en effet le marché fleurit de toutes parts. Jaune. Comment ? Il bourgeonne. Oui, absolument. Donc, souvent au bout il y a la fleur, mais avant il y a l'épine.
Non, mais donc c'est le bon moment de se positionner. La réglementation évolue dans le sens de l'institutionnalisation des stablecoins. On va peut-être parler 30 secondes de Non, Mika. parce qu'on est au bout. On est au bout. Vous frustrez là. mais donc c'est le bon moment pour les stablecoins et c'est le bon moment de redoubler d'efforts pour les stablecoins de la zone euro pour vraiment essayer de concurrencer celui des Américains et avoir une légitimité sur ce marché. Gonzague Grandval, merci beaucoup, directeur général de SCEME, S-C-E-M-E, Raphaël Bloch, The Big Whale, nos experts aujourd'hui du club BFM Crypto. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour en direct. Le CAC 40 en pleine forme. Depuis hier, on reconquiert les 6000 points sur l'indice CAC. On en parlera notamment à partir de 17h.